Nous allons voir comment ajouter donc cette petite, ce qui est dans cette boîte, hein, c'est pas le carton lui-même, mais c'est ce qui est à l'intérieur, dans ma chaîne d'installer. Donc comme vous voyez, c'est bien sûr de la gamme en phase. Donc ça, il s'agit de la partie support, donc que j'expliquerai juste après lors du montage. Et puis ça, c'est une nouvelle batterie. Donc c'est une batterie lithium-ion fer phosphate, hein, qui est donc l'extension de celui-ci. Donc c'est la même. Donc je duplique, je vais doubler en fait ma puissance maximale de stockage en ayant une deuxième batterie qui sera installée ici et donc que je vais installer là, en lieu et place de ce petit routeur qui partira à un autre endroit de la maison. Donc tout ça va être fait de manière assez simple. On a plusieurs manières d'interconnecter, puisque de toute façon c'est une batterie qui vient rejoindre la chaîne de stockage, donc qui vient rejoindre la ligne qui part vers le Q-relais et donc vers le tableau général. Donc il y a plusieurs manières de le configurer. Donc la manière la plus classique et celle qu'on retrouve partout, c'est qu'en fait on verra plus tard lors du montage, il y a un système, donc là vous voyez qu'il y a deux sorties possibles, juste là une deuxième. Donc ça c'est simplement qu'on peut ponter les batteries dans le bloc lui-même, donc dans la batterie, on peut ressortir une connexion, hop, qui va partir sur la deuxième batterie. Donc ça c'est la première méthode, c'est celle qui est souvent montrée d'ailleurs chez eux. Parce qu'en fait, en phase étant une marque américaine, souvent le montage est proposé à la mode un peu américaine, et eux ils aiment bien installer des goulottes horizontales, et ensuite partir des goulottes pour remonter directement sur chacune batterie. Moi je ne suis pas dans ce modèle-là, j'ai fait tout pour que ça aille en amont dans un boîtier de dérivation, et donc du coup dans celui-là j'avais déjà préparé les, les wagons, donc il y a déjà des wagons. Comme vous voyez là, il y a déjà une gaine qui part vers celui-là. L'idée, c'est d'avoir une deuxième gaine qui serait juste au-dessus et qui partirait hop, dans cette batterie de la même façon pour arriver ici. Donc simplement repartir du boîtier de dérivation pour interconnecter. Ce qui techniquement revient à la même chose parce que le pontage est simplement de faire la même technique, c'est-à-dire de faire une dérivation. Sauf que la dérivation est dans la batterie dans ce contexte-là. Moi, elle sera dans un boîtier qui est dédié pour ça. Petit point pour pouvoir opérer et comprendre un peu le process, donc que vous verrez dans la suite. Pour effectuer ce changement, on a besoin de couper la ligne de production, on a besoin de couper la ligne de stockage. Donc ça veut dire que dans le tableau principal, qu'on va aller voir, enfin, dans le tableau de gestion, donc si vous avez un tableau divisionnaire ou justement, comme moi, une extension de tableau dédié, c'est à cet endroit-là que vous allez devoir couper le disjoncteur pour mettre hors ligne la batterie pour pouvoir ajouter. Au passage, on voit que là, je suis en train de stocker. Donc elle clignote vert, ça veut dire qu'il est en train d'emmagasiner de l'énergie, ce qui est normal, il fait beau aujourd'hui, donc du coup, on est en fin de matinée. Donc on est en fin de matinée, ce qui explique pourquoi justement on stocke. Donc on va devoir couper cette ligne. Alors moi je rappelle si vous avez suivi les vidéos, dans mon cas précis, j'ai mon tableau principal qui est ici et j'ai fait installer complètement une ligne, enfin un tableau, une extension de tableau direct de cette ligne, ce qui fait que toute la partie solaire se trouve dans cette partie-là. Donc pour ma part, la partie batterie que je devrais couper se trouve ici. Donc je vais simplement tomber ce disjoncteur, ce qui fera tomber ce Q-relais et qui lui en fait fera tomber donc la partie batterie et la batterie se mettra en ligne. Étant donné que c'est une maintenance qui est assez rapide, j'envisage environ 1 heure de travail, on n'a pas besoin de la mettre hors ligne, on n'a pas besoin de la mettre, enfin depuis le système de gestion, de la mettre hors ligne pour pouvoir la démonter, parce qu'en fait ça va être assez rapide. Le démontage c'est dans le cas, enfin, la mise hors ligne vraiment est utile si vous envisagez de la mettre hors tension pendant un long moment. Là pour 1 heure en fait c'est pas nécessaire. Donc on va le faire ensemble déjà pour tomber. Donc celui-là, hop. Donc là on va voir qu'on tombe justement la partie production. On pourrait la laisser, bon je l'ai coupée. On va tomber celle-ci, qui est donc la partie stockage. Okay, donc là maintenant on a les deux lignes qui sont coupées, donc la production et justement la partie stockage. J'ai pas besoin d'éteindre en fait ma partie production, donc je vais la relancer. Hop.
Donc je laisse ma partie production qui est en train de redémarrer, donc c'est tant mieux. Je vais par contre laisser bien sûr hors tension ma partie production, stockage plutôt, donc ça va redémarrer tout seul. Et si on retourne au niveau de la batterie, on se rend bien compte que maintenant on est désormais hors tension, donc la batterie peut être désormais déconnectée, démontée, parce que je vais devoir la démonter d'abord, donc la poser sur le côté, pour ensuite en fait placer le support, donc le support qui se trouve dans ce carton-là, sur sa place pour que ce soit en fait des blocs alignés. Donc il y a tout un schéma qu'on verra justement par la suite, permettant de faire ça pour avoir en fait les blocs qui sont l'un à côté de l'autre. Donc moi vraiment cette place-là, c'est celle où sera la batterie. À la base j'envisageais ici, mais comme vous voyez, il n'y a plus, c'est plus possible. Donc du coup je vais voir pour la mettre de ce côté-là. Donc j'espère que ça passe en largeur, ça devrait être assez juste, mais ça devrait passer. Je vais faire une présentation rapide de ce qu'il y a dans les cartons. Donc déjà, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a 2 cartons. La raison pour laquelle il y a 2 cartons, c'est que si vous ne prenez pas attention, vous risquez de commander la batterie seule. Sauf que la batterie seule ne peut pas se monter. Il faut absolument ce support-ci qui se plaque contre le mur. D'ailleurs, on voit sur le côté, dans celle qui est installée, la partie qui dépasse le support, elle est là. Donc ce support est additionnel, ça coûte environ 100 €, un peu moins de 100 € pour le support lui-même, donc il ne faut surtout pas oublier de le commander, sinon vous êtes coincé, vous ne pouvez pas la monter. Donc la batterie étant connectée avec des câbles spécifiques qui se branchent là-dessus, si vous n'avez pas le support, en fait, vous ne pouvez simplement pas l'installer. Donc faites attention à ça, prenez attention quand vous commandez cette batterie 1,2 kg, le support est obligatoire. Voilà, donc ça c'est le premier carton, c'est celui-ci, donc il n'y a vraiment que le support, il n'y a rien d'autre. Ensuite, le deuxième carton, qui lui s'ouvre par l'avant, donc il se défait en s'ouvrant comme ça, c'est pour ça que vous voyez justement le support là. Pour une raison simple, c'est une batterie Lyon fer phosphate, je crois, qui supporte mal de se mettre allongée. Ça n'aime pas du tout être en position autre que droit comme elle est pour l'instant, c'est d'ailleurs pour ça qu'il les livre en palette. Donc le système d'ouverture n'est pas un système, enfin du carton, est fait pour que ça s'ouvre en mode de cette façon-là. Comme ça, vous abattez aussi le devant, donc c'est ce qu'on va faire là, de cette façon-là. Hop, on l'ouvre un peu, et ensuite on va pouvoir enlever. Donc ça, c'est la grille de protection qui se place en dessous. Celle qu'on voit ici dans celui qui est installé. Donc c'est exactement ça, c'est celle qui va se mettre par la suite sur le bas. Vous avez donc les 2 petits papiers, les 2 feuilles d'explicatives. Celle-là étant sans doute la plus importante, l'autre étant pour l'usage. Bon, quand vous en avez déjà une, vous avez compris l'usage, mais par contre celle-là est très pratique parce que c'est celle qui va nous donner comment on fait pour les monter l'une à côté de l'autre. Donc c'est celle-là qui vous donne les schémas de montage pour placer les 2 supports l'un à côté de l'autre pour que les deux batteries soient vraiment collées l'une à l'autre, enfin collées, peu espacées l'une à l'autre, pour que ce soit en fait élégant en termes de présentation. Donc c'est ça qui permet de faire ça. Donc c'est ces 2 schémas. Petit détail, en termes d'install, on voit ici qu'on est sur des installations qui peuvent se mettre en multiples, enfin vraiment à grand volume, puisqu'on est sur 1,2 kg, chaque batterie en 1 micro-onduleur, donc on pourra en mettre un certain nombre. Je ne sais plus quelle limite, mais ça doit être une dizaine, sans aucun problème. Bon, à 2000 €, enfin 1800 € la bête, vous n'allez pas en mettre 18 non plus, mais toujours est-il que ça le supporte largement, d'ailleurs leur schéma de base en montre 4. Moi, mon profil d'usage électrique, il m'en faudrait idéalement 3, mais 2 étant une très bonne config. J'ai vu tout de suite la différence avec 1, donc vraiment le deuxième était besoin. Peut-être plus tard, une troisième viendra en rejoindre. Pour l'instant, c'est pas envisagé, mais en tout cas, on ne sait jamais. Donc voilà, donc moi, ça sera ici. Le support est là, la dock pour l'installer là. Et puis la batterie elle-même, si on enlève ce petit carton, on voit apparaître le bloc. Donc là, on a un carton de protection pour justement limiter. Hop, on va simplement la reprendre. Et là, maintenant, on est sur le haut. Normalement, on est sur le haut de la batterie qui est là. Donc il va falloir que je le prenne à 2 mains pour la faire sortir. Ça pèse un peu plus de 20 kg. Hein, donc à une main, c'est... Moi, je ne suis pas musclore. Donc je ne vais pas la jouer à une main. Et puis, ça serait bête de l'abîmer vu le prix de la bête. Mais en tout cas, voilà. On a les crochets, les blocs d'accroche qui sont là. Donc ces systèmes d'accroche, c'est eux qui se mettent là-dessus. Donc c'est pour ça que ce système en fait doit être fixé au mur. On a 4 accroches, donc une qui va se mettre là, une qui se met là, et de l'autre côté de la même façon, donc un qui se met là, un qui se met là. Donc on voit les 4 crochets qui sont bien présents. Donc 1, 2,
3, 4. Donc voilà. Deuxième chose, c'est qu'on voit qu'on a un profil totalement aéré derrière, mais aussi relativement aéré sur la partie dessous. Donc on ne voit pas très bien, mais sur l'autre, on le voit mieux, sur celle qui est installée. Donc on a une aération par-dessous, une prise avec une grille qui est là. Donc on a de l'air qui sort et qui naturellement va ressortir sur le haut, donc sur le haut au niveau de l'arrière. Donc ça permet d'avoir un système qui se refroidit tout seul. Ça ne chauffe pas énormément parce qu'il n'y a pas de grosse tension qui y passe. Mais bon, c'est plutôt bien fait au niveau propreté, au niveau élégance, donc du coup ça passe bien. Voilà, donc maintenant l'étape c'est le montage. Donc là, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la distance recommandée, donc qui est environ de 2,4 cm plutôt, entre le bord qui est ici et puis le bord de la future. Donc j'ai simplement pris le futur support, positionné ici pour être avec une équerre pour être sûr qu'on soit bien vertical, pris les mesures et ensuite pris les trous. Alors attention, moi dans mon cas précis, comme vous voyez, j'en ai placé 8. Donc les deux à l'extrémité gauche, les deux à l'extrémité droite, donc qui sont ici. Mais j'en ai placé 4 qui sont au milieu aussi. Tout simplement parce que ce support en accepte. Donc accepte les deux de base, gauche, droite. Mais aussi on a des petits trous qui sont placés dans les 4 coins. Si vous regardez la doc, normalement on ne fixe que sur les 4. Ceux-là ne sont pas utilisés ou pas conseillés en tout cas. Moi j'ai une confiance toute relative dans mon mur parce que ça a été tellement traficoté de partout et monté un peu bizarrement que du coup je préfère diffuser la tension ou du moins la charge qui est de plus de 20 kg sur un maximum de points d'appui au niveau de ce mur en placo puisque ça reste du placo. Donc c'est pour ça que moi j'en ai 8. Attention, si vous êtes sur un parpaing, sur une autre technologie ou un autre support qui est beaucoup plus résistant, 4 suffisent largement. D'ailleurs, c'est 4 qui est recommandé, donc c'est celle que vous voyez là, où il vous demande d'être plutôt au milieu de cette barre de fixation, de manière à pouvoir la plaquer complètement de chaque côté. Celles-là ne sont pas recommandées, enfin ne sont pas conseillées par la marque comme point de fixation. Donc maintenant qu'on a cette partie-là, on a débranché tout à l'heure, on a déconnecté, d'ailleurs vous voyez que c'est complètement éteint, on a débranché cet appareil, donc du coup on va pouvoir placer notre support et ensuite ouvrir le boîtier de dérivation pour voir comment sortir une gaine. Donc l'idée c'est de prendre une gaine qui partira par le haut et qui passera, donc une gaine assez fine qui passera ici. Donc pour arriver par le bas, comme j'ai fait ici d'ailleurs, qui arrivera par le bas pour remonter et entrer par ce côté-là. Donc voilà un peu l'idée, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais faire déjà fixer ça au mur, et puis ensuite on s'occupera de la gaine, ça sera plus visible. Vis à placo, donc pour ma part, je fixe des assez longues parce que encore une fois mon placo est discutable, donc du coup j'en prends des assez longues, assez résistantes. Bon diamètre, pas besoin de prendre non plus des choses extraordinaires, hein. Ça reste que 20 kg dispersés, donc c'est acceptable avec des chevilles standards. Maintenant on voit que le support est bien fixé, donc simplement comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les fameuses 4 vis donc du côté interne, ensuite les 4 supports avec une bonne rondelle pour pouvoir bien plaquer, bien fixer la plaque contre le mur, donc placé ici, ici, ici. On voit au passage qu'on est juste un tout petit peu au bord, donc ça va être un tout petit peu en dessous par rapport à l'autre, mais vraiment visuellement ça sera invisible vu le bloc, et surtout on fait en sorte que la plaque, donc elle, soit bien à niveau pour qu'on soit cohérent, c'est-à-dire que le système fasse une progression comme ça. Pour ceux qui se posent la question, ne vous inquiétez pas de ce tube-là, en fait c'est juste un regard, il n'y a pas d'eau qui circule là-dedans, l'eau arrive simplement à partir d'ici, donc depuis une conduite. Donc il y a peu de risques. Donc il y a peu de risques que justement il y a un problème de contact entre l'eau et la partie électrique. Maintenant que cette partie est faite, on va pouvoir reprendre donc depuis mon boîtier de dérivation
donc défaire le panneau pour ensuite mettre une gaine et un câble bien sûr en 3G de 5 hein, bien sûr 3G de 5 pas autre chose. On pourrait faire du 1G enfin du 3G 1.5 mais non c'est du 3G de 5 pour garder une continuité, donc du coup c'est ce qui va être fait ici. Donc le câble, la gaine et le câble vont partir du haut et arriver directement comme j'avais expliqué juste avant par ici pour ressortir dans ce truc. Alors juste un point. Donc si on ouvre cette petite plaque, pas perdre la vis. Si on ouvre cette petite plaque, c'est ici que se passe le connecteur. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait monter, c'est ça en fait qu'on peut monter. C'est qu'on a deux points à chaque fois. Donc un point, bah forcément un câble qui peut arriver. Donc c'est l'autobloquant hein, ce système-là. Donc il y a juste à rentrer le fil de cuivre. On en a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc en fait, chaque tête, donc neutre, enfin masse, neutre et phase, donc chaque tête possède deux câbles. Et c'est là le pontage. Donc c'est-à-dire que vous arrivez sur une et vous repartez avec la deuxième, ce qui vous permet de pouvoir faire une entrée, donc depuis votre système, enfin le panneau divisionnaire, et ensuite vous ressortez avec le pontage pour aller sur la deuxième batterie. Donc quand on fait un pontage depuis les batteries, c'est ici que ça se passe. Donc c'est simplement ça, il n'y a rien vraiment, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, donc moi je ne vais pas faire ça, je vais utiliser qu'un seul des fils. Je n'ai même pas besoin de démonter l'autre batterie d'ailleurs, a priori. Donc du coup j'ai juste à aller repiquer de là-haut, faire passer la gaine, le câble, et ensuite passer par ici. Donc il va falloir que je vais sauter cette petite plaque pour faire rentrer ma gaine à l'intérieur, donc la faire rentrer par ici pour pouvoir ensuite me connecter sur ce relais. Donc comme vous voyez là, on a bien les trois fils en 2.5. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 3G 2.5 c'est ce qu'il faut. Maintenant un câble gainé qui emmène 3 fils, de toute façon moi dans mon cas c'est un garage. Donc je n'ai pas besoin d'avoir une protection mécanique et une protection d'isolation particulière. Donc c'est juste d'un boîtier de dérivation qui se trouve ici vers mon relais qui se trouve là. Donc du coup il n'y a pas vraiment besoin d'une protection. Donc une gaine avec simplement les 3 fils en 2.5 fonctionne parfaitement. Si vous êtes en fil 3G25, donc là je parle d'un câble gainé, donc de ce fait ce genre de câble qui va donc arriver ici, je recommande vraiment d'acheter des presse-étoupes et d'équiper un presse-étoupe, donc c'est du 16 je pense sur ce diamètre, donc c'est celui-là. Ouais, ça. Donc passez un presse-étoupe à l'intérieur de ce support et ensuite vous rentrez votre câble gainé directement en bas, ce qui fait que vous ressortez propre en dessous et vous avez une isolation, donc du moins une sécurité accrue. Donc dans mon cas avec la gaine ça ne marche pas, les presse-étoupes ne permettent pas de rentrer la gaine à l'intérieur, donc du coup je fais simplement rentrer la gaine dans le système et moi j'utilise la technique du Colson. Donc un Colson mis à la base permet simplement de faire une cale pour éviter que lui redescende en fait. Donc si vous voyez bien, il est calé contre le bord, bon, bien serré mais pas non plus une masse, permet que ça ne bouge plus à l'intérieur, donc il ne risque pas de ressortir. D'ailleurs, dans le boîtier, je fais pareil, dans le boîtier de dérivation, si vous regardez bien, vous avez des Colson dans les deux arrivées là, qui sont ici. Donc ça permet à, si pour X raison quelqu'un tire cette gaine, en fait il y a une résistance qui se fait de manière à ne pas arracher, pas faire sortir la gaine de celui-là. C'est sûr, si vous tirez comme un sourd, ça ne retiendra pas grand-chose, mais si c'est juste parce que vous avez passé la main à ce moment-là à côté, donc vous avez pour X raison secoué un peu, là ça ne va pas ressortir pour autant. Ce n'est pas nécessaire pour ce genre de gaine, où là elle est vraiment mise en tension forcée à l'intérieur, mais pour ça on voit qu'on est assez souple. Donc du coup, en fait, pourrait sortir, d'ailleurs on le voit bien là, donc on pourrait sortir assez facilement. Donc le Colson vous permet simplement de faire une butée et faire en sorte que ça ne bouge plus. Voilà, donc la prochaine étape, c'est simplement reprendre tous ces fils, donc les 3 fils qu'on a ici, pour les rattacher comme précédemment quand j'avais remonté ce boîtier. Donc dans la vidéo, j'ai déplacé le boîtier divisionnaire. J'avais placé déjà des Wago en 3 ponts, justement parce que je savais que j'avais la deuxième batterie que je souhaitais mettre. Si vous en avez 3, il faudra mettre 4 des Wago à 4 prises, etc., etc.
Moi, dans mon cas, pour 2 batteries, ça restera comme ça pendant un moment. Si plus tard j'en ai une troisième, dans ce cas-là, je mettrai des Wago à 4 points. Mais pour l'instant, 3, ce sera parfait. Donc j'ai juste à connecter ces câbles-là. De l'autre côté, ben, j'aurai juste à connecter ces 3 fils à l'intérieur de ça. Encore une fois, c'est un système rapide, donc vous avez juste à enficher, donc ressortir de 0,8 et ensuite l'enficher dans les petits trous. Ça va se coincer, c'est autobloquant et du coup ça va plus bouger. Une fois que c'est fait, on pourra voir comment on les configure, donc comment on va poser le boîtier, donc la batterie. La batterie va se poser sur les supports qui sont ici, donc il faut bien faire en sorte que ce soit plaqué au moment où on va le poser. Donc ici, là. Donc il va se poser les crochets vont se poser ici. Ensuite, une fois qu'elle sera posée, puisqu'on sera fermé, etc., là, on va avoir cette prise. Et donc du coup, la batterie aura ce câble qui va se brancher sur celui-ci. Et ensuite, surtout dernier point, il faut absolument serrer les vis qui vont aller là, parce qu'en fait, c'est celle qui permet de transférer la masse, donc de transférer la masse au circuit de terre de la maison. Donc, maintenant, les connecteurs sont faits. Alors, je vais le redévisser, puisque justement, pour vous montrer. Hop, voilà, perdre la vis. Hop, c'est juste à plaquer. Donc là, maintenant, on a bien les 3 fils qui partent chacun sur leur tête. Donc, on est d'accord, le rouge, la phase, le neutre, le bleu, et puis la terre, vert et jaune. Donc là, on a bien le symbole avec le petit symbole de terre qui est derrière, le N pour neutral et le L pour la phase. Donc ça, on est bon de ce côté-ci. Comme je vous disais tout à l'heure, la gaine est bloquée en amont, donc du coup, elle ne bougera plus. Quant à l'autre côté, en fait, j'ai simplement rentré les mêmes couleurs, donc les mêmes câbles à l'intérieur des Wago donc, qui correspondent. Donc là, le neutre, la terre, la phase. Donc à ce niveau-là, on est bien connecté désormais. Donc on n'a plus qu'à fermer ce boîtier. Donc pour le fermer, vous voyez les petits crochets qui sont derrière là. En fait, c'est simplement des crochets qui s'enclipsent, qui se clipsent ici. Voilà, on câble un peu, on fait en sorte que typiquement la petite ergot qui est là, qui se passe, on plaque un petit peu les câbles pour qu'ils soient bien dans la partie intérieure de ce petit coffret. Et ensuite on prend nos roues, donc comme ça, et on le fait glisser vers le bas pour faire rentrer la prise qui est là. Hop, voilà. Donc là, on a bien l'ergot qui est à l'intérieur, celui-là à l'extérieur. On a bien le trou qui est là. Donc on prend la petite vis. C'est franchement pas compliqué. Hein. Mais bon, il vaut mieux le faire proprement. Ça évite d'avoir des surprises. Et celui-là, on n'a pas besoin de serrer comme un bourrin, mais simplement le plaquer de manière à ce que la plaque soit fixée ici. Et vu qu'on a les 2 crochets derrière, en fait, ça ne craint plus rien. Ça, c'est plus ou moins, c'est plutôt pour protéger le système de câblage de potentiels chocs avec la batterie ou de manière à ce qu'on n'ait pas de problème. Voilà, donc maintenant on est désormais fixé. Comme vous voyez, c'est assez souple hein, dans le montage, c'est pas quelque chose de très fixe. Donc cherchez pas à serrer comme une brute, ça sert à rien, c'est vraiment pas prévu pour ça. C'est quelque chose d'assez souple. La batterie de toute façon est posée complètement sur les 4 crochets qui sont derrière. Ça, il n'y a pas d'appui dessus en fait, donc il n'y a aucun risque là-dessus. Maintenant, la prochaine phase, c'est de prendre le bloc. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a les crochets qui sont derrière, donc faire en sorte de le prendre à bout de bras pour le poser, pour que les 4 fixations se mettent derrière. Donc il faudra juste bien plaquer la gaine pour pas qu'elle nous gêne au moment de la pose. Mais normalement, on est bon, on a juste à l'enfiler ici. On a bien la batterie qui est posée sur ces supports, donc là ça bouge plus. Hein. Donc, on a les 2 batteries qui sont l'une à côté de l'autre. Et en fait elles sont bien fixées sur les crochets qui sont derrière. Pour le vérifier, on a ici les points de fixation qui doivent être en face de leur petite vis sur la structure. Donc si on arrive à être bien dedans, ça veut dire qu'on est bien placé. Si on a encore du décalage comme c'est le cas ici, ça veut dire quelque part il y a un truc qui s'est écarté, donc elle n'est pas bien faite. Donc vraiment c'est ça où il faut jouer de manière à ce que le support qui est là soit quasiment collé à l'autre. D'ailleurs c'est le cas sur celui-ci, on voit bien qu'ils sont plaqués l'un contre l'autre. Donc là il y a encore quelque chose, donc je pense que les crochets du milieu ne sont pas bien acquis dedans, donc je vais les refaire. Mais voilà comment on sait sont bien placés. Ces 2 câbles là sont les 2 câbles qu'on devra fixer une fois terminé. Celui-ci sera fixé là, celui-ci sera fixé là. Donc bien sûr on fixe d'abord le rouge et noir et on fixe celui-là à la fin.
Ça, c'est avec ça qu'en fait la charge se fait, puisque c'est le système de connecteur qui est là-dessus. Donc cette partie-là, vraiment, ça fait en dernier lors de la fixation. Dernier point, pour l'enregistrer, vous avez plusieurs références un peu partout sur le bloc, mais de toute façon, normalement, donc vous voyez, vous avez des références un peu partout sur le bas, vous avez une référence sur le haut avec l'IQ quelque chose qui se trouve par là-bas, donc il y en a plusieurs, et c'est une de ces références qui va permettre de pouvoir l'enregistrer au niveau de l'Envoy, enfin au niveau du toolkit, parce que le toolkit va nous permettre de le référencer dans notre installation, donc on va le faire juste après. Comme je le disais tout à l'heure, on a replaqué, donc maintenant on voit bien qu'on est collé à ce niveau-là, donc ça veut dire que le système est bien plaqué contre le support. J'ai pu simplement resserrer ça, encore une fois, pas besoin de serrer comme un sourd, juste un petit coup de tournevis histoire qu'il soit bloqué, mais pas besoin d'en faire trop non plus, il ne va pas s'envoler. Hein. Donc cette vis-là permet principalement de récupérer la masse de l'ensemble de la structure métallique pour ensuite la transférer à ce câble, au câble de masse qu'on a à l'intérieur de ce 3G25. Donc pareil ici, de ce côté-là. Donc maintenant on est bien plaqué dessus. Dans la foulée, j'ai branché le premier câble, qui est celui-là, et puis j'ai branché le deuxième qui est ici. Voilà, donc maintenant on est prêt pour mettre la plaque. Donc la plaque qui est celle-là, donc celle qu'on avait vue dès le départ, qui va simplement se mettre ici. Donc on a les petits choses là, et puis après on arrive ici, un petit coup de clé Allen, donc de chaque côté, et en fait cette plaque deviendra comme celle-ci, donc c'est-à-dire qu'elle sera fixée. Cette plaque est juste une plaque d'aération, donc de toute manière c'est pas vraiment pareil, c'est juste un truc pour pas que les câbles soient visibles de personne, mais c'est pas quelque chose de vraiment à besoin de serrer. Donc voici où est-ce qu'on en est. La prochaine étape va correspondre à enregistrer le bloc, enfin mettre l'énergie, donc remettre sous tension les jeux de batterie et ensuite faire détecter le système de batterie, donc la nouvelle batterie, par l'Envoy pour le faire gérer avec les autres. Donc là maintenant tout est monté, fermé, verrouillé. Donc là les batteries sont bien posées l'une à côté de l'autre, le boîtier de dérivation est bien fixé. Le dernier truc qui serait bien à faire, c'est de plaquer ces deux câbles de manière à être propre. Donc on a les deux blocs qui sont prêts à mettre en fonction. Donc ça c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Maintenant on est bon, donc on va pouvoir remettre en fonction les deux blocs. Donc les deux blocs étant gérés par les batteries qui sont ici, donc par le Q-relais qui est derrière, avec son disjoncteur de 20 ampères, son interrupteur différentiel dédié et le disjoncteur qui se trouve là, qui est donc celui qui est en amont, qui permet de couper la ligne. Donc on va d'abord remonter le disjoncteur, remonter l'interrupteur différentiel et remonter du coup le disjoncteur de tête. On voit qu'il est en train de s'instancier, donc il est en train de démarrer au niveau du Q-relais. On va aller voir au niveau des batteries juste après, donc voir ce que ça donne. Normalement, on devrait avoir les deux batteries qui se mettent avec un clignotement au niveau de la petite LED. Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc les deux batteries sont en cours de démarrage. Alors ne soyez pas inquiets, hein, au départ c'est éteint complètement, donc ça met un petit moment à charger, le temps que tout le microcontrôleur, tous les systèmes s'alimentent. Donc c'est quelques minutes. Donc là ils sont bien tous les deux en train de démarrer, on voit qu'on a la diode rouge, donc la LED rouge qui se met en route, l'ancien qui était déjà connecté est paramétré, donc lui il apparaît toujours en rouge, ils sont en train de booter, donc c'est comme un ordinateur qui est à l'intérieur, c'est des micro software. Donc le temps que ça démarre et que ça prenne en compte tout ce qu'il y a, toute l'électronique, tout le firmware, en fait on voit les petites LED qui sont pour l'instant rouges. Ensuite ça deviendra vert de manière à montrer qu'il est en train de charger. Dehors il fait très beau, la ligne de prod est de toute façon active. Au niveau des Q-relais tout est monté et tout est ok. Donc on a bien un vert qui est ici sur la production et le vert qui est ici sur la batterie. Donc on est bon sur le tableau général, il n'y a plus rien à faire dessus, on peut le fermer. N'oubliez pas, celle-là est éteinte, c'est normal, parce qu'en fait, elle n'est pas active pour le moment, donc c'est quelque chose que je vais faire plus tard. Donc, maintenant on est bon. Hop, les deux batteries font le clignotement blanc, c'est-à-dire qu'elles sont en train de démarrer, encore une fois, c'est la suite du process de démarrage. Donc on va aller voir maintenant comment le paramétrer au niveau de l'appareil. Donc le clignotement jaune, parce que c'est pas du vert, c'est bien du jaune,
correspond à la mise en pause des batteries. Donc c'est lié à l'installation, c'est parce qu'il faut configurer maintenant l'appareil, enfin les batteries sur le système Envoy. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça se passe directement sur l'Envoy lui-même, sur lequel on va activer l'access point, donc on va activer le bloc Wi-Fi. Pour activer le Wi-Fi, ça se fait ici, et on a le petit symbole vert qui se met en place. Donc une fois que c'est fait comme ça, le protocole se fait depuis un téléphone ou une tablette avec l'application Toolkit, de manière à pouvoir ajouter la batterie dans la liste des appareils qui existent. Donc pour ça, en fait, je vous recommande d'aller voir, toutes les documentations et toutes les manipulations qui sont possibles sur le Toolkit, mais en fait c'est à partir de là que ça se fait. Donc on va ajouter l'appareil dans la liste, avec, soit en passant par le détecteur, soit en passant par l'ajout manuel de la batterie. Donc après avoir attendu un certain temps, donc environ une demi-heure, pour plein de raisons, hein, la synchronisation entre les appareils IQ, enfin de la gamme IQ, puisque dedans il y a un IQ7, et puis l'Envoy, met toujours un certain temps, c'est entre 5, si on est vraiment dans le flow, du moment où ça communique, ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Donc, quoi qu'il en soit, en attendant, prenant longtemps, au bout d'un moment, on retrouve ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça clignote bleu. Clignote bleu, ça veut dire que donc la deuxième batterie, et si on regarde bien, elles sont bien synchronisées. Les batteries sont aujourd'hui source d'énergie, tout simplement parce que je charge la voiture. Si je désactive la charge de la voiture, hop, donc là, j'ai une voiture qui tire pas mal d'énergie au moment de la recharge. Là, on vient de basculer sur le clignotement vert, et donc les deux batteries sont en train de charger. Logique, puisque du coup, il n'y a plus de consommation, enfin, il y a un excédent de production par rapport à la consommation. De ce fait, la batterie se recharge, et c'est ce qu'on voit sur les deux batteries. Donc les deux batteries sont en train de se recharger. Si je réactive la charge de la voiture, hop, là, elles vont rejoindre, on va attendre quelques instants le temps que tout se synchronise sur la voiture, que le système se mette en charge. Et hop, on les voit basculer bleu. Donc là, elles deviennent fournisseurs d'énergie. Alors le principe de la batterie dans ces conditions-là, c'est quand on a des appels de charge type plaque d'induction, type charge de voiture ou n'importe quel appareil qui tire plus que ce que la production emmène. Dans ce cas-là, la batterie fait un effet de booster pour compenser à hauteur du maximum qu'elles peuvent produire, sachant que ce sont des IQ7, donc il y a un IQ7 par batterie, ce qui veut dire que du coup c'est capable de fournir 290 watts à peu près en continu. Donc ça fait environ, allez, en simplifiant, 300 watts par bloc, donc c'est capable de fournir un boost de 600 watts lorsqu'il y a un appel de consommation. De la même façon, si je rééteins la voiture, dans ce cas-là, elles s'inverseront et là, elles sont capables d'emmagasiner en parallèle 600 watts au total. C'est 300 watts pour chaque appareil. Encore une fois, je simplifie, c'est pas exactement 300 watts, c'est un peu moins. Mais quoi qu'il en soit, elles sont capables de charger à ce moment-là à hauteur du maximum de chacune des batteries, puisqu'elles sont en parallèle. Donc ça fait un total de environ 600 watts. Considérons 600 watts pour simplifier. Donc la totalité se met en charge à 600 watts, à hauteur de 600 watts. Bien sûr, si vous en avez moins, elles vont quand même se charger, mais moins que le maximum possible, sachant que le maximum est, comme tout, comme le nom l'indique, c'est le maximum, c'est pas forcément la valeur de base. Donc du coup, là on le voit en question, elle est en train de charger sur les batteries. Je vais remettre la voiture en charge, hop, et là elles vont se repasser en mode boost, et donc passer en mode alimentation. Donc désormais tout est configuré au niveau des batteries. Il me reste juste une petite config à vérifier au niveau de l'application de gestion, donc à la Enlighten, mais version propriétaire, pour en fait faire ce qu'on appelle les arrays, c'est-à-dire positionner chacune des batteries sur un grid, en gros, pour dire que celle-là est à droite, celle-là est à gauche. Comme ça, en fait, quand il y a une symbolisation visuelle, vous savez laquelle des deux batteries est en train de produire, vous savez le cycle de charge, etc. Donc ça, c'est une petite manipulation à faire sur l'application web, mais c'est pas très compliqué, c'est même pas vraiment obligatoire, c'est plus pour être propre jusqu'au bout. Pour le reste, ça semble être correct. Sur
le gros point à vérifier, c'est que sur l'Envoy, on est bien tout au vert, c'est-à-dire qu'en gros l'Envoy est bien capable de discuter avec tous les appareils qui sont maintenant dans la chaîne, aussi bien les Q-relais que les micro-onduleurs ou les batteries. Donc les Q-relais c'est normal parce que les 3 Q-relais sont actifs, comme on le voit là. Donc là, celui qui produit, celui qui fait la batterie et le troisième qui est en attente, mais il n'y a pas de production derrière. Mais les 3 sont bien actifs, on les voit bien actifs. D'ailleurs je vais pouvoir couper celui-ci puisqu'il ne me sert à rien. En l'occurrence, lui il consommerait pour rien, donc autant l'éteindre pour debout. Voilà, donc si vous avez besoin d'ajouter une batterie dans votre grid, voilà la méthode. Donc là je l'en ai fait pour une deuxième, ça pourrait être une troisième ou une quatrième, ce serait pareil.